Bienvenue dans ce journal. Partagé avec les partis politiques les préoccupations relatives aux vies des Maliens déplacés et réfugiés, recueillir leur point de vue, c'est le sens d'une réunion présidée par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Premier ministre par intérim. Au nombre des préoccupations, la relation entre l'EJ et le comité de pilotage, les échanges ont permis aux uns et aux autres d'engager la réflexion sur les sujets évoqués. Le point avec Aloussene Touré. Cette rencontre entre le département en charge de l'administration territoriale et les partis politiques vise essentiellement à trouver une solution consensuelle à la problématique du vote des Maliens déplacés et réfugiés. Le Premier ministre par intérim qui présidait personnellement les débats a insisté sur le caractère inclusif de sa démarche. Colonel Ablaye Maïga, Premier ministre par intérim. Si le vote de nos compatriotes réfugiés trouve une solution dans notre législation, il n'en est pas le cas pour celui des personnes déplacées internes, car aucune disposition de la loi électorale ne se penche sur le vote des personnes déplacées. Si aucune solution n'est trouvée à cette situation, bon nombre de personnes déplacées et des réfugiés ne pourront accomplir leurs devoirs citoyens lors des scrutins décisifs à venir. C'est pourquoi le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a souhaité organiser cette rencontre avec la classe politique pour recueillir vos propositions en vue d'apporter des solutions au vote de nos compatriotes déplacés essentiellement. Il y va de l'inclusivité du processus électoral. Les débats ont été riches et fructueux et ont permis aux responsables des partis politiques de faire des propositions dans le sens de trouver une solution à cette difficulté qui concerne plus de 300 000 Maliens. Diallo Fatoumata Bintou Touré, présidente du Parti écologiste du Mali. Nous pensons grosso modo qu'effectivement, s'il y a la possibilité de recenser les déplacés dans les communes où ils se trouvent, il faut le faire. C'est des Maliens, mais maintenant il faut tenir compte du fait qu'on les recense là où ils sont arrivés, mais leur commune de départ, il faut les rayer de cette liste temporairement. Et concernant les réfugiés, si on ne peut pas les retrouver sur les listes déjà au niveau des pays d'accueil, mais il faut mettre à contribution la diaspora et nos missions diplomatiques. Les participants ont également évoqué d'autres sujets, notamment liés au fonctionnement de l'EJ, l'aide publique aux partis politiques et surtout aux relations entre le comité de pilotage et l'EJ. Abdesalam Diep-Pilé, directeur général de l'administration du territoire. Le comité de pilotage est un outil qui permet au gouvernement d'appuyer et d'aider l'EJ dans ses missions. L'article 5 de la loi électorale est clair sur la question. Le ministre de l'administration territoriale appuie l'EJ. Et il y a un certain nombre de matières qui ont été énumérées par la loi et pour lesquelles le ministre intervient, surtout en matière de logistique, de gestion du matériel. Le Premier ministre par intérim a conclu par une promesse, celle de revenir avec une solution technique issue des différentes propositions. Fin de formation pour nos premiers 20 officiers stagiaires de l'école de guerre du Mali, une année académique sanctionnée par la remise d'insignes et d'attestations de fin de formation à cette première promotion. Le colonel Sadio Camara à ses côtés, 3 ministres du gouvernement et beaucoup de hauts gradés de l'armée ont pris part à la cérémonie tenue dans l'enceinte même de l'école de guerre du Mali. Le reportage est signé Nyanya Aliou Traoré. La première promotion de l'école de guerre du Mali est forte de 20 officiers stagiaires. Tous ont suivi avec assiduité et intérêt les 11 mois de formation. Colonel-major Yacouba Sanogo, directeur des études de l'école de guerre. Pendant l'année scolaire 2021-2022, les stagiaires se sont consacrés à l'étude sur l'emploi des instruments de puissance nationale. Le plan stratégique de l'EGM, aligné sur le plan de campagne, les politiques et les ressources, est conçu pour obtenir les synergies de l'ensemble du personnel, d'encadrement et des intervenants extérieurs autour de la vision du général commandant l'école. Les cadres militaires et civils forment l'ossature de l'encadrement et assurent la coordination et le suivi des activités pédagogiques. Ces officiers supérieurs ont désormais la lourde responsabilité de renforcer l'autonomie sécuritaire du pays. Général de division Oumar Dao, commandant école de guerre. Pour ce faire, la préparation opérationnelle de nos unités demeure une priorité, tout comme il est de première importance que nos armées disposent de cadres instruits et formés à hauteur de mission, capables à leur tour d'organiser l'instruction et l'entraînement de leurs troupes. Le chef d'état-major général adjoint des armées,
lui a rappelé la nécessité de former nos hommes. Il s'est inspiré de l'adage de Martin Luther King qui met en exergue la complexité des enjeux mondiaux qui attendent nos futurs récipiendaires. Général de brigade Ousmane Ouélé, chef d'état-major général adjoint des armées. Prenant des formes diverses, les guerres actuelles vont se propager. Nulle entité ne pourrait se targuer d'être à l'abri des mutations et manifestations du phénomène guerrier des temps modernes prenant des formes de plus en plus complexes. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense. L'école de guerre du Mali a pour vocation de préparer les officiers supérieurs à commander les grandes unités et à exercer des responsabilités dans les états-majors d'armée, interarmées et interalliés. Donc je peux dire que cette école d'excellence est un joyau que le département soutiendra. Des efforts sont consentis pour la formation et l'équipement avec pour objectif l'amélioration et l'adaptation des outils au contexte sécuritaire. Les 20 officiers sont détenteurs d'un brevet d'enseignement militaire supérieur de 2e degré et des masters en stratégie défense, sécurité et développement. Ils sont conscients de leur rôle de précurseur et conseillent les futurs stagiaires. Colonel Cheikh Doumbia, récipiendaire. Que le commandement pense à mettre plus de stagiaires dorénavant à cette école, à développer les capacités pour que plus de stagiaires puissent vraiment faire l'école de guerre ici au lieu d'aller à l'extérieur. L'école de guerre a débuté ses cours le 29 novembre 2021. Elle est l'émanation d'une volonté politique des autorités de la transition. Le ministre du Développement rural, Modibo Keïta, a rencontré hier l'ensemble des directeurs régionaux de l'agriculture et des offices autour de la distribution, la mise en place et la gestion de l'engrais pour la campagne agricole 2022. Il ressort que le gouvernement a subventionné 129 119 tonnes d'intrants, dont 96 078 tonnes sont distribuées et l'opération se poursuit jusqu'au 31 octobre prochain pour un coût global estimé à 17 milliards de francs CFA au seul profit des braves exploitants agricoles de notre pays. Le reportage de Jules Sambou Sissoko. La question des intrants agricoles est un sujet sensible pour le gouvernement et l'ensemble des acteurs du monde rural dans la transparence absolue. Voilà qui justifie cette rencontre entre le ministre du Développement rural, Modibo Keïta, et les directeurs régionaux de l'agriculture et des offices sur la distribution et la mise en place de l'engrais pour la campagne agricole 2022. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. J'ai pris l'engagement devant les hautes autorités de mettre tout en œuvre pour la réussite de l'opération. Et je dis que si l'opération réussit, j'en suis responsable. Et si l'opération ne réussit pas, j'en suis responsable. C'est dans ce cadre que j'ai voulu, dans le cadre de la transparence encore, pour consolider les chiffres, faire venir les directeurs régionaux, les directeurs des offices pour faire le point de la distribution de l'engrais subventionné autour de la campagne 2022. Le président de la République a mis à la disposition du ministère du Développement rural à travers le ministère des Finances 17 milliards. Et sur ces 17 milliards, 60% devraient être utilisés pour pouvoir subventionner l'engrais organique et 40% pour subventionner l'engrais chimique. Cette décision a été prise compte tenu de la conjoncture nationale et de la conjoncture internationale. Cet exercice est très utile et opportun, selon le ministre du Développement rural, car il s'agit d'une preuve de transparence dans la mise en place et la gestion des intrants agricoles. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Plus jamais, un fournisseur ne peut continuer à donner l'engrais dans le bassin où il donnait avant. On a fait des permutations. Ça permet de réduire les accointances entre les opérateurs économiques et les bénéficiaires de la subvention. Sur les 17 milliards que le gouvernement a donnés, plus de 10 milliards ont été consacrés à l'achat d'engrais organiques. Le taux de réalisation à la date du 12 est de 72% pour l'engrais organique. Les engrais minéraux, le taux de réalisation globale est de 83%. Sur les 17 milliards, plus de 13 milliards ont été utilisés en subvention. Il n'y aura aucun détournement de destination réelle. Au cours de cette rencontre, le ministre a salué et encouragé l'engagement des braves exploitants agricoles avec un encadrement de qualité pour les gros efforts accomplis et en cours cette saison agricole. L'actualité internationale à présent au Burkina Faso, les assises nationales débutent vendredi
pour 2 jours à Ouaga 2000. Les différents représentants des couches socio-professionnelles sont invités à participer à cette rencontre. Ces rencontres vont se dérouler pendant 2 jours dans la salle des banquets Ouaga 2000, 2 semaines après le coup d'État qui a donc renversé le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ces assises visent à mettre en place une nouvelle charte de la transition et à nommer un nouveau président. Au Tchad, Saleh Kebzabo a pris ses fonctions il y a 72 heures comme Premier ministre de la transition. Il a longuement été l'un des principaux opposants à Idriss Déby, mais il a largement œuvré à la transition depuis 18 mois aux côtés du fils de l'ancien président, dont il aura pour mission de tenir les promesses. Lors de son discours d'investiture, Mahama Idriss Déby avait énuméré une longue liste de priorités, le référendum sur la forme de l'État, l'organisation des futures élections, mais aussi les défis socio-économiques et sécuritaires comme les conflits intercommunautaires, l'accès aux soins, à l'eau potable ou encore la lutte contre les délestages. Une loi adoptée hier par le Parlement, malgré les efforts de l'opposition pour faire barrage au texte inscrit dans le code pénal turc, une peine punissant la désinformation. Les ONG de défense de la liberté de la presse dénoncent un nouvel instrument pour museler la presse indépendante à 8 mois d'élection qui s'annonce ouverte. La page des sports, c'est tout de suite. On va parler football sur le plan national. Le championnat de Ligue 1 commence demain samedi. 16 clubs prendront part à ce championnat. La première journée se jouera entre samedi et lundi. Compétition africaine des clubs. Le Djoliba Athletic Club et l'AS Real tenteront de défendre leur avance de la manche aller. Les 2 clubs sont en déplacement respectivement en Algérie et au Ghana. Déjà en début de soirée, le Djoliba Athletic Club sera face au CR Belouizdad. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Compétition africaine des clubs, la Ligue des champions démarre ce vendredi, c'est rencontre retour du dernier tour. Le Djoliba, vainqueur du CR Belouizdad ici à Bamako 2-1, tentera de confirmer en terre algérienne. Le match est prévu pour 18h30. Comment le Djoliba de Bamako s'est préparé pour cette dernière rencontre qui pourrait être historique pour les Rouges? Eh bien, Stagato Sissé nous en parle. Victorieux à domicile 2-1 au stade du 26 mars, le Djoliba assis en rang serré se produira ce vendredi à Sétif face au CR Belouizdad. La production de jeu et l'intensité du match aller attestent l'enjeu de ce duel retour. Le ticket de la phase de groupe de la Ligue des Champions au bout du compte. Le Djoliba AC n'y a jamais goûté. Le CR Belouizdad, lui, y est parvenu à de nombreuses reprises. Au rouge de forcer le destin. Le Djoliba actuel doit s'inspirer de la génération de 2010. Cette année-là, les rouges avaient tenu en échec les Algériens au match retour, un but partout, synonyme de qualification pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Le Djoliba peut réaliser son rêve, celui de disputer pour la première fois de son histoire la phase de groupe de la Ligue des Champions. CR Belouizdad, Djoliba AC, coup d'envoi 18h30 sous les ordres d'un quatuor d'arbitres tunisien. Les 8 Athletic Club champions en titre et Espérance de Tunis ont subi de lourdes défaites au Nigeria lors des matchs allés du deuxième tour et préliminaire de la Ligue des Champions. Les 2 équipes ont subi des défaites de 1 en Afrique de l'Ouest et sont maintenant dans la situation délicate avant le match retour à domicile ce week-end. La Coupe de la CAF Livra s'est qualifiée pour les barrages d'accession en phase de poule ce week-end à l'issue des matchs retour du deuxième tour préliminaire. Les Alliés de Bamako, qui a giflé 3-0 un ancien champion d'Afrique, Osofok Dakar, jouera dimanche au Ghana. L'une des attractions de ces matchs retour, c'est donc la réception de Kwara United par la Renaissance Berkane. Le champion en titre de la compétition défait 3-1 à l'aller et va devoir se faire violence pour éviter une élimination précoce. Ailleurs, les favoris ont tenu leur rang lors du match aller et à l'extérieur pour la plupart. À l'image du club spartien, du club africain ou encore Pyramide. Contrairement à la Ligue des Champions, les qualifiés à l'issue des rencontres ce week-end ne rejoindront pas directement la phase de groupe. Un dernier tour est encore en vue, les barrages qui les opposeront aux éliminés de la Ligue des Champions. Et puis sur le plan national, le championnat national de Ligue 1 démarre ce week-end. Cette année, le championnat national revient à la norme avec 16 clubs.
La succession du Djoliba sera donc lancée demain avec 3 rencontres au programme. Des rencontres prévues à l'intérieur du pays. À Barouri, l'AS Bakardien recevra le Saman de Bakou. À Kita, l'US Kita sera l'hôte de l'AS Police. Et à Bougouni, l'US Bougouni accueillera le COB. Ici à Bamako, les rencontres sont prévues pour dimanche au Stade Bourbo Kita. À partir de 16h, l'USFAS jouera contre Binka FC, premier en Ligue 1 cette année, et qui fera son baptême du feu dans la Ligue du football national. Et cette rencontre sera suivie de LCPA Asco. Suite lundi, toujours au Stade Bourbo Kita. Les 11 caractères Nyarela joueront contre Afrique Football Elite. Les rencontres Djoliba Blacksar et Yeleng ASRL se joueront à une date ultérieure. C'est là en raison du déplacement de Djoliba de l'ASRL pour les compétitions africaines des clubs. Chronique du développement. La chronique du développement du jour s'intéresse à la problématique de la hausse des taux directeurs ou taux d'intérêt dans la zone UEMOA, une mesure qui est destinée à maîtriser l'inflation dans notre espace communautaire. Aussi, le report de la future monnaie unique de la zone CEDEAO, l'ECO, est justifié en partie par cette question. C'est une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. La monnaie unique de la zone CEDEAO, l'ECO, ne sera probablement effective qu'en 2027. Des difficultés d'ordre technique et contextuel sont les principales causes de ces reports. Modibo Maoumakalou, économiste. Pour avoir une monnaie unique, il faut des critères de convergence. Ça veut dire qu'il faut que les économies aillent dans le même sens, que les économies soient similaires, qu'il n'y ait pas de très grandes disparités entre les économies. Parce que nous sommes au dernier degré de l'intégration économique et monétaire, et cela veut dire que les pays doivent harmoniser leur politique économique. Cela veut dire la politique fiscale, budgétaire donc, et la politique monétaire, c'est-à-dire la mise en œuvre de la politique monétaire par les banques centrales. Évidemment, pour l'ECO, il est projeté que nous ayons une monnaie unique en 2027. Ce report est dû à la Covid. Et déjà, aussi des difficultés au niveau des critères de convergence, parce que ce que la pandémie sanitaire a créé, c'est-à-dire qu'il y a eu, les déficits se sont accrus, il y a d'autres problèmes maintenant comme l'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix qui surviennent, et les banques centrales doivent intervenir parce que c'est leur rôle de maîtriser l'inflation, d'assurer la stabilité des prix. Maîtriser l'inflation, c'est justement pour faire face à cette problématique que l'IMOA a revu à la hausse son taux directeur, c'est-à-dire le taux auquel la BCEAO prête de l'argent aux banques commerciales. Ainsi, en septembre, ce taux est passé de 2,25% à 2,5%, une mesure qui n'est pas sans conséquence sur la vie dans notre espace communautaire. L'impact de cette mesure est très important parce que vous savez, c'est de maîtriser l'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix des biens et des services de consommation des ménages. Cette hausse du taux directeur va non seulement faire que les prix vont augmenter le coût des emprunts, mais si le coût des emprunts augmente, évidemment ça va rendre plus difficile la demande des biens et des services parce que moins il y a d'argent disponible, moins il y aura de dépenses effectuées et moins il y aura de consommation, ce qui ne fera baisser les prix des biens et des services. Évidemment, cette logique tient si, évidemment, la cause de la hausse généralisée des prix est monétaire. C'est-à-dire s'il y a l'émission de monnaie, c'est-à-dire s'il y a une grande masse monétaire, en réduisant cette masse monétaire, évidemment, les prix des biens et des services. Ce phénomène pourrait demeurer encore longtemps, voire s'étendre à d'autres secteurs financiers non bancaires, car le contexte international marqué par la crise en Ukraine ne rassure guère, avertit notre expert Modibo Maoumakalou. Il faut s'entendre encore à ce que les taux directeurs soient relevés encore, et cela va mettre en difficulté les économies et les secteurs non seulement financiers, mais les secteurs financiers non bancaires en plus, parce que les fonds de pension, etc., les assurances vont avoir des difficultés parce que quand les taux directeurs augmentent, ça veut dire que les marchés financiers aussi seront en difficulté avec la hausse du coût des emprunts. Et tous ces secteurs-là vont être un peu en difficulté et les investisseurs vont serrer entre les entreprises qui ont les meilleures performances et celles qui n'ont pas de très bonnes performances. Et donc, la hausse de ces coûts d'emprunt aussi font augmenter la dette et des États et des entreprises. Donc, celles qui seront les plus endettées et qui n'auront pas un bilan assez confortable auront des difficultés et risquent d'aller en faillite.
ce qui va augmenter encore des difficultés dans l'économie, ralentir l'économie et puis faire augmenter le chômage. Et les solutions seront globales parce que nous avons des problèmes géopolitiques, c'est-à-dire la crise en Ukraine, qui affecte le prix des matières de base, des ressources naturelles comme le pétrole, comme les engrais, comme les céréales, et même nos produits d'exportation, comme le coton, le cacao, le café et autres. En attendant des solutions globales à cette crise, les pays à faible revenu continuent d'en payer les prix forts. Et notre continent est particulièrement concerné car il importe un tiers de ses besoins en denrées alimentaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Présentation Koji Sibi, mise en onde de Mokhtar Touré. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à préparer ce journal que vous allez retrouver sur www.ortm.ml et sur toutes nos plateformes digitales. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.